Bonjour et bienvenue dans notre série 500 nations. À peine les États-Unis avaient-ils vu le jour que leur peuple, assoiffé de s'approprier de nouvelles terres, se ruait à travers les Appalaches pour ouvrir la nouvelle frontière. Imaginez comment le peuple indien a dû ressentir cette irruption. C'était leur patrie, là où leurs ancêtres étaient enterrés, où ils avaient élevé leurs enfants. Ils avaient déjà vécu les secousses provoquées par le commerce, l'alcool, les missionnaires, la maladie et la guerre. Maintenant, c'était leur terre qui était en jeu. Le peuple indien se battait pour préserver sa liberté. Et du fait de leur inévitable agressivité, on ne vit en eux que des gens hostiles et des sauvages. Nourri par cette image déformée, le même cycle qui avait dépossédé les nations indiennes de l'Est pouvait à nouveau reprendre. Ce 6e épisode nous emmène dans la vallée de l'Ohio, où dans cette atmosphère de chaos va émerger l'un des grands leaders d'Amérique du Nord avec un message d'espoir. Il s'appelait Tecumseh et allait tenter de changer le cours de l'histoire. Lorsque nous traversâmes la région séparant Pittsburgh de nos nations, qui était terrain de chasse Shawnee et Lenape, il n'y avait plus ni daims ni bisons, mais une contrée profondément désertique et des peuples en armes. Nous dûmes faire un détour de 500 kilomètres. Nous vîmes un grand nombre d'hommes blancs dans des forts et des fortifications autour de sources salées et de terres à bison. Cornstalk, Shawnee. Au lendemain de la Révolution américaine, les terres des puissantes nations iroquoises fondent pour n'être plus que de petits îlots de réserve. Les lignes de front de l'invasion se déplacent à l'ouest, vers les nations de la vallée de l'Ohio, les Lenape, les Shawnee, les Miami et d'autres. Les colons affluent vers l'ouest. Beaucoup sont des vétérans de la guerre d'indépendance que le gouvernement, ruiné par la guerre, leur a donné en récompense. Avec l'appui du nouvel État, ils sont prêts à les conquérir, les armes à la main. Les gens de notre frontière mènent des expéditions privées contre les Indiens et les tuent chaque fois qu'ils les rencontrent. Et je ne crois pas qu'il y aurait un jury dans tout le Kentucky pour punir un homme de l'avoir fait. John Hamtramck, major, armée des États-Unis. Durant les 20 années qui suivent, moyennant une série de batailles et des traités douteux, les États-Unis revendiquent les terres indiennes de la frontière. De vastes contrées sont ouvertes à la colonisation blanche, y compris les futurs sites de Detroit, Toledo, Peoria et Chicago. Mon cœur est une pierre, lourd de tristesse pour mon peuple. Froid de savoir qu'aucun traité ne protégera nos terres contre les Blancs. Dur dans sa volonté de résister tant que je vivrai et respirerai. Blue Jacket, Shawnee. Dans cette atmosphère de désespoir et de violence, les missionnaires sapent les valeurs culturelles et religieuses des communautés indiennes. Notre vie, c'est ce que nous sommes. Notre identité, notre langue, nos cérémonies, notre manière de nous habiller et notre rapport aux autres. C'est toute la façade, l'image de notre peuple. Et donc, lorsque le christianisme est arrivé, tout a commencé à changer. Ils ont essayé de nous faire devenir ce que nous n'étions pas. Vous avez pris notre pays, mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez nous imposer votre religion. Le Créateur nous a tous faits, mais il a fait une grande différence entre nous. Il nous a donné une autre peau et des coutumes différentes. Alors, puisqu'il n'a pas fait une grande différence entre nous sur d'autres plans, pourquoi ne pas en conclure qu'il nous a donné une autre religion plus proche de notre compréhension?
ne souhaitons pas détruire votre religion ou vous l'enlever. Nous voulons seulement jouir de la nôtre. Red Jacket, Sénéca. Mais la pression sur les Indiens est constante. On s'en prend à leur terre, à leur culture et même à leurs croyances. Démoralisés, les guerriers échangent le peu qu'ils ont contre de l'alcool. Et là, la réalité vous saute à la figure. Et quelle est la meilleure façon d'y échapper? À l'époque, notre peuple a commencé à boire du rhum, parce que ça réconforte, parce que la douleur était trop forte. Les hommes abusent de boissons fortes et sont querelleurs. Les familles ont eu peur et s'en sont allées se mettre à l'abri. Et maintenant les hommes ivres courent en hurlant à travers tout le village. Et ils ont des armes pour blesser ceux qu'ils rencontrent. Maintenant il n'y a plus de porte aux maisons car elles ont été arrachées à coups de pied. Maintenant il n'y a plus ici que des hommes pleins d'alcool. Handsome Lake, Sénéca. Un jeune Shawnee, comme beaucoup d'autres jeunes démoralisés de sa génération, a succombé à l'alcoolisme. Il s'appelle Lalawetika et dépend complètement de son frère plus âgé, Tecumseh. Tecumseh et Lalawetika ont grandi dans ce monde de violence de la frontière. Leur père a été tué en combattant les Anglais. Leur frère aîné a été massacré par des colons du Tennessee et leur village natal a été dévasté par des Kentuckiens. Maintenant, en 1803, résolu à préserver ses traditions, Tecumseh conduit Lalawetika et le reste de son peuple vers l'ouest, dans l'Indiana, pour mettre de la distance entre eux et les colons blancs. Mais là, l'alcoolisme de Lalawetika s'aggrave. Il tombe dans une profonde dépression. Et pourtant, sa vie est sur le point de basculer. Un jour, alors qu'il est chez lui, Lalawetika s'effondre sur le sol. Un instant, Tecumseh et les autres du village le croient mort. Mais il ne l'est pas. Lalawetika a eu une révélation, un message divin venu soulager l'indicible condition qui accable son peuple. Soudain, la voie du renouveau lui apparaît en pleine lumière. Abandonner les pratiques de l'homme blanc et revenir aux anciens enseignements. Dès cet instant, Lalawetika sera Tenskwatawa, le prophète Shawnee. Tenskwatawa ne boira plus jamais, et il appelle ses disciples à rejeter l'alcool et toutes les idées et les choses qui viennent des Blancs. N'avez-vous pas entendu certains soirs, et parfois dans la mort de la nuit, ces cris funèbres qui résonnent dans les vallées profondes et au flanc des montagnes? Ce sont les lamentations des esprits dont les ossements ont été exhumés par les charrues de l'homme blanc et laissés à la merci de la pluie et du vent. Tenskwatawa, Shawnee. Tenskwatawa promet à son peuple que s'il revient aux anciennes coutumes, les Blancs seront refoulés et la prospérité reviendra. Tecumseh adhère à la vision de son frère d'un renouveau culturel, et ensemble, ils apportent le message à chacune des nations de la vallée de l'Ohio. Ils sont des centaines à faire le voyage en Indiana pour les entendre en personne. Shawnee, Odawa, Wyandot, Kickapoo et d'autres tribus encore convergent vers une nouvelle ville créée par le prophète et Tecumseh près du confluent de Wabash et Tippecanoe River, Prophetstown. Tenskwatawa prêche tous les soirs aux visiteurs dans la maison du conseil, avec ensuite des chants et des danses. Les Blancs de la frontière se plaignent d'entendre les tambours toute la nuit. Mais c'est Tecumseh qui va défier le cours de l'histoire, en transformant le message de son frère en mouvement politique et militaire.
À partir de sa base de Prophetstown, il va émerger comme le leader indien le plus puissant de son temps. Frères, nous sommes des amis. Nous devons nous aider mutuellement à porter nos fardeaux. Le sang de beaucoup de nos pères et de nos frères a coulé comme l'eau sur le sol pour contenter l'égoïsme de l'homme blanc. Nous-mêmes sommes menacés d'un funeste fléau. Ils ne s'arrêteront qu'après avoir détruit tous les hommes rouges. Tecumseh, Shawnee. En 1808, tandis que le prophète Shawnee Tenskwatawa prêche la renaissance culturelle à Prophetstown, son frère Tecumseh sillonne le territoire en répandant le message du prophète, accompagné de sa propre vision politique et militaire. Les Blancs nous ont chassés de la mer jusqu'au lac. Nous ne pouvons aller plus loin. Le seul moyen d'endiguer ce fléau est de nous unir pour exiger un droit commun et égal à la terre, telle qu'elle était au début et devrait être aujourd'hui. Car elle n'a jamais été partagée et appartient à tous. À moins que toutes les tribus ne se dressent unanimement pour mettre un frein à l'ambition et l'égoïsme des Blancs, ils nous auront bientôt conquis et divisés. Et nous serons chassés de notre pays natal et éparpillés comme les feuilles d'automne sous le vent. Tecumseh, Shawnee. Tecumseh galvanise son public. Lors d'un rassemblement, rapporte un observateur blanc inquiet, on aurait vu des jeunes gens trembler d'émotion et des milliers de tomahawks brandis dans les airs. William Henry Harrison, gouverneur du territoire de l'Indiana, mesure le charisme personnel de Tecumseh et voit dans celui-ci une singulière menace. L'obéissance et le respect implicite que les disciples de Tecumseh lui portent est véritablement stupéfiant. Et plus que toute autre circonstance, fait de lui l'un des rares génies qui surgissent de temps en temps pour produire des révolutions et renverser l'ordre établi des choses. N'était-ce le voisinage immédiat des États-Unis, il serait peut-être le fondateur d'un empire dont la gloire rivaliserait avec celle du Mexique ou du Pérou. Gouverneur William Henry Harrison. La population de Prophetstown grandit. Mais malgré son influence croissante, Tecumseh ne peut contrôler l'action de tous les leaders indiens. En 1809, lors de l'une parmi d'innombrables discussions de traités, le gouverneur Harrison convainc les chefs Miami, Lenape et Potawatomi de vendre 1,5 million d'hectares de terre dans l'Indiana et l'Illinois. Tecumseh est furieux et considère ceux qui ont signé ce traité comme des traîtres. Aucune tribu n'a le droit de vendre un pays, même pas à une autre, et encore moins à des étrangers. Vendre un pays, pourquoi pas l'air, l'immensité de la mer ou la terre? Le grand esprit ne les a-t-il pas créés pour l'usage de ses enfants? Tecumseh va trouver Harrison et l'affronte face à face lors d'une confrontation houleuse. Frère, je regarde la terre et ai pitié des femmes et des enfants. Je suis autorisé à dire qu'ils veulent sauver ce bout de terre. Nous ne voulons pas que vous le preniez. Son exiguïté suffit à nos besoins. Je veux que la frontière actuelle soit maintenue. Si vous la franchissez, je vous garantis qu'il y aura des conséquences néfastes. Mais les colonies continuent de s'étendre, y compris sur les terres nouvellement cédées. Tecumseh est convaincu que seule la force pourra arrêter l'invasion américaine. Pour construire une résistance militaire, il continue de sillonner inlassablement les nations des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio, pendant que le gouverneur surveille d'un œil inquiet ses mouvements. Aucune difficulté ne l'arrête. Depuis 4 ans, il n'a pas cessé de bouger. On le voit un jour sur le Wabash, et le moment d'après, on l'entend sur les rives du lac Erie au Michigan ou celles du Mississippi. Et partout où il passe,
il suscite des sympathies à sa cause. En 1811, Tecumseh se rend dans le sud pour tenter de rallier les puissantes nations des Choctaw, des Chickasaw et des Creeks à son alliance. Là, village après village, il explique que les nations indiennes sont au bord du désastre. Où sont aujourd'hui les puissantes tribus de notre peuple? Elles ont fondu sous l'égoïsme et l'oppression de l'homme blanc, comme la neige sous le soleil de printemps. Laisserons-nous les nôtres être à leur tour anéantis, sans faire un effort digne de notre race? Allons-nous, sans combattre, abandonner nos maisons, nos terres, les tombes de nos ancêtres, et tout ce qui nous est cher et sacré? Je sais que vous direz avec moi, jamais, jamais. Mais la seule présence et la fougue de Tecumseh ne peuvent surmonter le clivage culturel croissant. Beaucoup de leaders indiens du Sud encouragent leur nation à imiter la société blanche dominante. D'autres considèrent qu'un conflit militaire avec les États-Unis serait un suicide. Et bien que Tecumseh suscite partout des partisans passionnés, son espoir de voir les nations du Sud se joindre à une résistance unifiée ne se réalise pas. En janvier 1812, il retourne dans l'Indiana pour trouver Prophetstown détruite et son peuple dispersé. Le gouverneur Harrison a attendu que Tecumseh, le chef militaire du mouvement, soit parti pour le sud avant de marcher sur la ville. Mais Tenskwatawa, avec des forces bien moindres, a attaqué les Américains avant qu'ils n'atteignent la ville et ainsi permis aux habitants de l'évacuer. Le lendemain, Harrison est entré dans la ville désertée et l'a réduite en cendres. Bien que son armée ait subi 2 fois plus de pertes que les Indiens, Harrison s'est attribué une victoire qui lui servira plus tard de tremplin pour la présidence. Malgré la perte de Prophetstown, Tecumseh et le prophète entreprennent aussitôt de reconstruire leur mouvement. C'est alors qu'éclate la guerre de 1812 entre les Anglais et les États-Unis. Une nouvelle occasion de refouler les Américains grâce à une alliance avec les Britanniques. Les 2 frères gagnent le Canada avec 1 millier d'hommes. Ils y sont rejoints par leurs alliés de toute la vallée de l'Ohio et des Grands Lacs. Après des années d'efforts infatigables, la résistance unifiée de Tecumseh est devenue une réalité. Les Britanniques et les Indiens assiègent le fort de Detroit et obtiennent très vite sa reddition. D'autres forts américains tombent, à Mackinac et Dearborn. En janvier 1813, Tecumseh et ses alliés forcent les Américains à la capitulation à Frenchtown. Tecumseh espère pousser la campagne jusque dans la vallée de l'Ohio. Mais en mai suivant, les forces britanniques et indiennes subissent leur première défaite. Puis, durant l'été, la fortune de la guerre se retourne contre elles, et Tecumseh voit bien que la détermination des Britanniques fléchit. Il apostrophe le commandant britannique, le général Proctor. Vous nous avez toujours dit que vous n'abandonneriez jamais un pouce de terre britannique. Mais nous voyons que vous êtes en train de renoncer. Nous sommes très surpris de voir que vous vous prépariez à vous enfuir sans nous faire part de vos intentions. Sans en avoir informé leurs alliés indiens, les Britanniques envisagent en effet d'abandonner Detroit car une forte armée américaine approche. À sa tête chevauche l'homme qui a détruit Prophetstown, le gouverneur William Henry Harrison. Tecumseh exige que le général Proctor prenne ses responsabilités. Écoutez, nous souhaitons rester ici et combattre nos ennemis. Vous avez les armes et les munitions. Si vous avez l'intention de partir, donnez-les-nous et bonne route. Quant à nous, nos vies sont entre les mains du Créateur. Nous sommes déterminés à défendre nos terres et si telle est sa volonté, nous souhaitons y laisser nos ossements. Tecumseh, Shawnee.
Face aux 3000 hommes de Harrison, Tecumseh est contraint de reculer de 80 km avec les Anglais. Ils font retraite jusqu'à la rive de Thames River. C'est là que Tecumseh les arrêtera. Le 5 octobre 1813, le chef Shawnee inspecte les lignes à cheval et encourage ses hommes. Il presse le général Proctor d'en faire autant. Dites à vos hommes de tenir, et tout ira bien. Tecumseh descend de cheval et rejoint ses hommes sur leur position dans un bosquet marécageux. La nuit précédente, il a eu une prémonition sur la bataille et il a pressenti sa mort. Il retire la vareuse militaire rouge des Anglais qu'il porte toujours et revêt ses habits Shawnee traditionnels. Il remet son épée à un ami fidèle et lui enjoint de la donner à son fils lorsqu'il sera grand et de lui dire pourquoi son père s'est battu. Au milieu de l'après-midi, la cavalerie de Harrison charge. Les lignes britanniques s'effondrent immédiatement et s'enfuient. Mais moins vite que leur général lui-même, qui dépasse même ses propres troupes tant sa fuite était perdue. Tecumseh, lui, ne s'enfuit pas plus que ses hommes. Depuis une colline voisine, le prophète Shawnee voit les Américains charger la position de son frère. Tecumseh reçoit une balle dans la poitrine et tombe. Une demi-heure plus tard, la bataille est terminée. Pour les nations de la vallée de l'Ohio, la défaite définitive des Britanniques qui marque cette guerre de 1812 n'est rien à côté de la perte tragique de Tecumseh. Durant toutes ces années, il est allé partout. Et dans chaque village, il a lancé la même mise en garde. Les Américains n'auront de cesse d'avoir pris toute notre terre. Tecumseh était lui aussi un prophète. Quand ils étaient forts, notre politique a été évidemment de les affaiblir. Maintenant qu'ils sont faibles et que la plupart de leurs terres sont tombées entre nos mains, il faut leur enseigner à améliorer leurs conditions. William Clark, superintendant aux affaires indiennes. Depuis des décennies, les agents fédéraux et les missionnaires chrétiens font pression sur les nations indiennes pour qu'elles abandonnent leurs traditions et s'intègrent à la société blanche. La politique, conçue par Thomas Jefferson et poursuivie après lui, préconise les mariages mixtes, la conversion religieuse et des incitations financières pour faire des Indiens des fermiers américains. Dans le Sud, cette politique porte ses fruits. Les populations traditionnelles ne constituent plus une menace militaire sérieuse et la culture américaine s'étend. Les grandes nations du Sud, Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek et Séminole, sont devenues, comme on les appelle, les 5 nations civilisées. Et pour les Américains, la plus civilisée est celle des Cherokees. Nous nous appelons Aniawea, ce qui veut dire le peuple principal. Lorsque le Créateur a fait le monde, il a créé ces magnifiques montagnes que sont les Smokies. Et il lui fallait quelqu'un pour y vivre, quelqu'un qui prenne soin de ce qu'il avait fait et nous avait donné. Il a donc choisi le peuple Cherokee. L'ancienne nation Cherokee s'est épanouie dans et autour des grandes Smoky Mountains, avec leur capitale, Etchota, dans les collines au sud-ouest de l'actuelle Knoxville, dans le Tennessee. Etchota était une ville pacifique où personne ne risquait rien. Mais au fil des générations, les Cherokees sont de moins en moins nombreux à s'accrocher au mode de vie traditionnel. Beaucoup imitent avec succès leurs voisins américains.
Ils vivent dans des maisons à étages, sur des plantations, cultivent à l'européenne, possèdent des esclaves et envoient leurs enfants dans des écoles américaines. En 1817, un nouveau conseil national est constitué, dont le chef principal élu est John Ross, un riche propriétaire terrien. Le gouvernement séculaire, basé sur les clans, est remplacé par un État républicain modelé sur le système américain. Etchota, l'ancienne cité pacifique vénérée par les Cherokees, cède le siège du gouvernement à New Etchota, en Géorgie. En 1821, un homme du nom de Sequoyah achève un alphabet qui permet de transcrire la langue cherokee. Très rapidement, les Cherokees ont leur journal, le Cherokee Phoenix. Mais malgré leurs efforts pour coexister et la politique officielle d'américanisation des nations indiennes, les rapports entre les deux communautés restent empoisonnés par le racisme et l'avidité. Le boom économique, basé sur l'esclavage et la culture du coton, exige toujours plus de terres, et les nations indiennes du Sud contrôlent toujours de vastes étendues. En 1828, Andrew Jackson, comme William Henry Harrison, s'appuie sur sa réputation de combattant des Indiens pour se propulser à la présidence. L'avidité, en général, conduit les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement. On a découvert de l'or en Géorgie. Des centaines de chercheurs d'or se ruent illégalement de l'autre côté de la frontière Cherokee pour jalonner et revendiquer des concessions. Les Cherokees réclament la protection des États-Unis, mais le président Jackson, lui-même spéculateur foncier, retire les troupes fédérales de la région en disant aux responsables géorgiens « Allumez un feu sous les Cherokees, quand ce sera trop chaud, ils s'en iront ». L'avidité de l'homme blanc grandit. Et la première chose qui lui vint à l'esprit fut « Il nous faut cette terre, à n'importe quel prix ». C'est comme ça que germa cette idée de déportation. Pour les Indiens qui voyaient leur salut dans l'imitation de la société américaine, la trahison la plus amère intervient le 28 mai 1830. Le Congrès, pressé par Jackson, adopte le Indian Removal Act, la loi de déportation des Indiens. Les nations à l'est du Mississippi doivent abandonner leurs terres pour toujours et partir pour un territoire indien spécial dans l'Oklahoma. Les Américains disaient « La terre sera vôtre pour toujours ». Maintenant, ils disent « La terre où vous vivez n'est plus vôtre ». Partez au-delà du Mississippi. Il y a du gibier. Vous pourrez y rester tant que l'herbe poussera et que l'eau coulera. Frère, ne viendra-t-il pas aussi là-bas? Speckled Snake Creek. À New Etchota, les chefs Cherokees se sentent profondément trahis. Le chef principal, John Ross, et un riche propriétaire Cherokee, Major Ridge, ont tous deux combattu aux côtés du président Jackson lors d'une guerre contre des factions rebelles de la nation Creek. Se réunissant en violation de la loi géorgienne, le Conseil Cherokee s'oppose avec véhémence à la déportation et rappelle à la nation sa loi qui prévoit la peine de mort pour quiconque vend des terres Cherokee sans autorisation. Même si les rapports sur ce territoire indien vantent sa fertilité, même si l'eau des ruisseaux y est transparente comme le cristal, et si le poisson y abonde, nous continuerons de clamer notre volonté de passer le reste de notre vie sur le sol qui nous a vus naître. Le Conseil Cherokee. Les protestations indiennes ne rencontrent aucun écho. Les Choctaws sont les premiers qu'on force à plier.
L'ordre de nous expulser nous cause une douleur extrême. Je vous demande, au nom de la justice, un répit pour moi-même et mon peuple blessé. Laissez-nous tranquilles. Nous ne vous ferons rien. Nous aspirons juste au repos. Nous espérons, au nom de la justice, qu'aucun autre outrage ne nous sera infligé. Et qu'à l'avenir, nous ne serons pas chassés comme du bétail qui profiterait d'un changement de pâturage. Nous partons pleins de tristesse, sachant le tort qu'on nous a fait. George Harkins, Choctaw. Entre 1831 et 1832, 13 000 Choctaw accomplissent le long et difficile voyage vers l'ouest. 2 000 mourront en cours de route. Ma voix est faible. Vous pouvez à peine m'entendre. Ce n'est pas le cri d'un guerrier, mais la plainte d'un enfant. Je l'ai perdu à force de pleurer l'infortune de mon peuple. Leurs larmes ont nourri la pluie, et leurs voix se sont mêlées aux pleurs des vents. On nous a pris notre terre. Colonel Webb, Choctaw. Puis vient le tour des Creeks. Au printemps 1836, l'armée les force à céder toutes leurs terres. Un tiers de leur nation meurt au cours du voyage vers l'ouest. Je ressens une blessure dans nos cœurs et une blessure dans celui de nos ancêtres. Et cette blessure ne cicatrisera jamais. Et ça, quoi qu'ils fassent pour nous, rien ne leur réparera jamais. La nuit dernière, j'ai vu le soleil se coucher pour la dernière fois. Et sa lumière brillait au-dessus de la cime des arbres. Et la terre et l'eau que je ne contemplerai jamais plus. Menoa Creek. Chaque année, de 1830 à 1838, le chef Cherokee John Ross se rend à Washington pour tenter de faire annuler la déportation. On nous a fait boire la coupe amère de l'humiliation, traités comme des chiens. Nos vies, nos libertés, données en pâture aux Blancs. Notre pays et les tombes de nos pères nous ont été petit à petit cruellement arrachés, jusqu'à ce que nous ne soyons plus que des fugitifs, des vagabonds, des étrangers dans notre propre pays. John Ross, Cherokee. Ross écrit des centaines de lettres. Il rencontre à plusieurs reprises le président Jackson, avec qui il a fait la guerre. Il adresse une pétition au Congrès et engage 2 recours devant la Cour suprême des États-Unis. Nous sommes pleinement conscients de notre condition. Nous ne sommes pas insensibles à nos souffrances, nous les endurons. Nous étouffons sous leur poids. Et l'avenir qui est le nôtre emplit nos poitrines de tristesse chaque jour un peu plus. John Ross, Cherokee. Ross remporte malgré tout une victoire lorsque la Cour suprême décrète que la nation Cherokee est une nation souveraine, non soumise à la juridiction géorgienne. Mais le président Jackson ignore l'arrêt et minimise le pouvoir de la Cour suprême en la mettant au défi de faire elle-même appliquer sa loi. La Géorgie organise des loteries pour les terres Cherokee. Les troupes de l'État expulsent les gens de leurs maisons. Les bâtiments du gouvernement Cherokee à New Echota sont vendus, ainsi que la résidence du chef John Ross.
Le chef Major Ridge perd aussi sa plantation. Il est désormais convaincu de l'inutilité et du danger de toute résistance. Je sais que les Indiens ont des droits plus anciens que les États-Unis. Cette terre nous a été donnée par le Dieu vivant au-dessus de nous. Ils tiennent leurs droits des Britanniques. Mais ils sont forts et nous sommes faibles. Major Ridge a préconisé pendant tout un temps que plus aucune terre ne soit vendue ou cédée sous peine de mort. Et puis, plus tard, il l'a fait lui-même, et il a même fait pire. Ridge se rend à Washington sans l'autorisation du Conseil Cherokee. Là, il rencontre des fonctionnaires fédéraux. Il négocie séparément avec eux un traité cédant les terres Cherokee pour 5 millions de dollars, de nouvelles terres dans le territoire indien de l'Oklahoma et une aide lors de la déportation. Nous avons été un pays pendant 500 ans avant notre égalité. Et dès cet instant, chaque fois qu'il y a eu un traité, notre statut s'est un peu plus dégradé. Et ils ont eu un peu plus de terre. Ridge retourne chez lui pour convaincre le Conseil national d'accepter les termes du traité. Je mourrais volontiers pour préserver les tombes de nos pères. Mais toute tentative de les conserver par la force nous coûtera nos terres, nos vies et celles de nos enfants. Il n'y a qu'une voie pour assurer notre sécurité et notre existence future en tant que nation. Cette voie vous est ouverte. Signez un traité de cession. Abandonnez ces terres et partez au-delà du grand-père des eaux. Le Conseil national rejette le traité. Mais Ridge, sans aucun mandat légal pour représenter la nation Cherokee, rencontre secrètement des fonctionnaires américains. Défiant la condamnation à mort punissant toute vente de terres Cherokee, il signe avec son fils et d'autres le Removal Treaty, le traité de déportation des Indiens du Sud. Le 17 mai 1836, le Sénat américain ratifie le traité à une seule voix de majorité. La nation Cherokee a 2 ans pour déménager dans l'Ouest. Ridge émigre alors dans l'Oklahoma, accompagné de 2000 Cherokees, cependant que la grande majorité de la nation ignore le traité illégal et reste sur sa terre. Au printemps 1838, le délai a expiré et le général Winfield Scott arrive en Géorgie avec 7000 soldats. Ses ordres sont de faire partir les Cherokees par tout moyen nécessaire. Pensez-y, mes frères Cherokees. Je suis un vieux guerrier et j'ai assisté à de nombreuses scènes de massacre. Mais épargnez-moi, je vous en adjure, l'horreur d'assister à la destruction des Cherokees. N'attendez même pas que les troupes soient sur le point d'arriver. Général Winfield Scott. Des milliers de Cherokees sont rassemblés à la pointe des baïonnettes, dans l'incapacité d'emporter autre chose que le strict nécessaire et parqués en attendant la déportation. Quand ils sont venus chez mon arrière-arrière-grand-mère, ils les ont fait sortir de la maison. Ils n'ont même pas laissé les enfants enfiler leurs chaussures, ni rien. Dehors, ils les ont brutalisés. Mon arrière-arrière-grand-père a voulu répliquer. Ils l'ont enchaîné et l'ont emmené d'un côté, et elle et les enfants d'un autre. Les conditions d'internement sont terribles, et beaucoup meurent. Nous avons été faits prisonniers par vos hommes, mais nous ne vous combattons pas. Nous ne vous avons jamais rien fait. Nous sommes des Indiens. Nous avons un cœur et des sentiments. Nous ne voulons pas mourir. Notre situation est grave, monsieur. Nos cœurs sont très lourds. Très lourds. Nous ne pouvons plus parler. Le Conseil de Cherokee.
16 000 Cherokees sont déportés. Avec sa famille, le chef John Ross fait partie du dernier convoi. Sa femme et un quart de la nation de Cherokee ne survivront pas à cet exode forcé, qu'on appellera plus tard la piste des larmes. Les non-indiens qui sont venus ici ne considéraient pas les Cherokees comme des êtres humains, et ça leur était facile de les déshonorer et de les mépriser. Certains diront que je ne souris jamais. La plupart du temps, je n'arrête pas de penser à la vieille nation. Et je me demande à quoi ressemblent les grandes montagnes maintenant, au printemps, et tous les jeunes qui nageaient dans la grande rivière. Et puis, me reviennent des images de la marche. Un jour, peut-être comprendrons-nous pourquoi les Cherokees ont dû souffrir. Tandis que le gros de la nation est ainsi déporté vers l'ouest, plusieurs centaines de Cherokees échappent aux hommes de Scott et se réfugient au plus profond des montagnes Smokies. Incapable de parvenir à les localiser, l'armée est rappelée. Mais alors qu'elle se retire, un détachement de cavalerie tombe sur un petit campement de 12 Cherokees libres. Parmi eux, il y a Tsali, un vieil homme, sa femme, son frère et ses fils. Lorsqu'il refuse de se soumettre, la femme de Tsali est transpercée par une baïonnette et une bataille se déclenche. 2 soldats sont tués. Tsali et sa famille s'enfuient plus profond encore dans les montagnes. Mais des soldats sont morts et désormais, le général Scott doit faire payer les Cherokees à tout prix. L'hiver approchant, Scott adresse un ultimatum à Tsali. Rendez-vous, sinon 7000 soldats seront lâchés contre les Cherokees libres jusqu'à ce que le dernier ait été capturé ou tué. Tsali prend alors une décision terrible. Il offre de se rendre si Scott laisse les derniers résistants Cherokees demeurer dans leur patrie des Smokies. Scott accepte et Tsali vient se livrer avec sa famille. Il s'avance et tend son arme à 2 mains, chacune tenant une extrémité. Le général Scott la prend et ils vont être suppliciés. On les emmène à l'embouchure de Tuckasegee River. Là, Tsali, son frère et ses 2 fils aînés vont être exécutés par une salve de peloton. Attaché à son arbre, attendant la mort, Tsali adresse une dernière requête à un ami. Otsila, je voudrais te demander une faveur. Tu sais que j'ai un petit garçon qui s'est perdu dans les montagnes. Trouve-le s'il n'est pas mort et dis-lui que les dernières paroles de son père furent qu'il ne doit jamais aller au-delà du Mississippi, mais mourir sur la terre de sa naissance. Il est doux de mourir sur sa terre natale et d'être enterré au bord d'un ruisseau de son pays. Le 25 novembre 1838, Tsali meurt pour la liberté du peuple Cherokee de l'Est. Et quand il mourut, ce fut une victoire. Il avait accompli la chose la plus importante à ses yeux, que son peuple puisse rester libre. 7 mois plus tard, dans le nouveau territoire indien de l'Oklahoma, Major Ridge, son fils et son neveu,
qui tous avaient signé le traité de déportation, sont assassinés pour avoir vendu la terre des Cherokees. La prochaine fois, nous irons dans l'Ouest, vers les Grandes Plaines et cette fameuse culture du cheval qui, dans le monde entier, a longtemps symbolisé les Premières Nations de ce continent. Retrouvez-nous pour notre prochain épisode, La lutte pour l'Ouest.